وي وي خلينا نكتفي الانستغرام. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معنا. طبعا هاي محاضره تحت عنوان النزوفات الهضميه العلويه، يوم 7 شهر 11 2020 يوم السبت، معدله على جروب ميدسان ستاف ميدسان موريتانيا. Voilà, vous êtes sur le groupe staff médecin mauritanien. On va essayer de voir ensemble une conduite à tenir devant digestive haute avec Dr Ahmed Lamar, gastro-entérologue, chef service des urgences au centre hospitalier des Zaïd à Nouakchott. Vous avez la parole, Dr Ahmed Lamar. السلام عليكم ورحمة الله. هذا شرف عظيم لي أنكم كلفتوني بهذه المهمة. طبعا لازم nous préparer depuis le confinement au Maroc le mois de mars avril dernier. Donc ça n'a pas coûté beaucoup de temps. Sauf que يقولوا لي داكروا عند le koloban عنده il est sacré. Donc j'ai raté mon koloban ce soir malheureusement. Donc j'ai donné des rendez-vous un peu plus tard cette nuit vers 22h. Donc prière de me libérer avant 22h. Le deuxième point, c'est un point un peu politique parce que moi, je fais partie de ceux qui boycottent la langue française. Donc, j'aimerais bien ne pas parler de la langue française, ni par la langue française. S'il y a des problèmes, on va les traduire par la suite avec nos collègues francophones. Il y a ذاك المجموعة مصادقة على ذاك. إذا ما ذاك لا يتكلموا بكلام تصارعته. سوى المجموعة كان زين عنده والله ما هو زين عنده. D'accord. قولوا بتهون. مرحبا دكتور أحمد عمر، مرحبا. Je pense que vous pouvez tout simplement parler en français حسب بعد رأيي. ايوه. Vous avez déjà préparé une présentation en français. Donc بغيت تعدلوها باللغة العربية. ياك تعودوا تتكلموا باللغة العربية. Vous avez préparé tout ça en français, donc je pense que vous pouvez parler en français. D'accord, ok. Bon, ce soir, on va traiter un sujet qui n'est pas trop rare dans les urgences des hôpitaux, surtout à Nouakchott, comme il y a une concentration assez importante de la population. C'est une urgence qui n'est pas rare. Elle est grave d'abord chez les accompagnants et chez les parents du malade et l'entourage. Elle est grave par le théâtre qu'elle engendre autour du patient. Également, c'est une pathologie qui est un peu fréquente, surtout les hémorragies digestives hautes, les MATMS, qui représentent 80% des hémorragies digestives tout entières. À l'état actuel des connaissances, je pense qu'il y a des séries qui ne sont pas publiées à Nouakchott. Notre série à Cheikh Zayed, elle est un peu paradoxale parce qu'on en trouve plus des étiologies cirrhotiques et des étiologies ulcéreuses, alors que dans le monde entier, c'est les étiologies ulcéreuses qui sont les plus prédominantes, comme on a une population qui vieillit avec le temps et on a beaucoup de gens sous antiagrégants et sous AINS, donc on a plus d'hémorragie par ulcère que La gravité également, vous le savez très bien, c'est la conduite à tenir, elle est multidisciplinaire, vu le contexte foudroyant, donc je dis que c'est une urgence importante, vu le théâtre qu'elle englobe au niveau surtout de l'entourage du patient. En définition, l'hémorragie digestive haute est une extravasation de sang par le type digestif à travers sa paroi, pouvant être extériorisée ou non de l'angle de... C'est une définition purement anatomique. Maintenant, il faut définir les trois types d'hémorragie digestive haute, c'est-à-dire l'hématémie, une expulsion de sang par la bouche lors des efforts de vomissement, les mélanats qui est une émission de sang noir par l'anus, noir, du sang noir nauséabond, type goudron,
L'électroragie, on peut avoir une électroragie si on a une hémorragie digestive haute très abondante, on peut avoir des électroragies qui sont des émissions de sang rouge par l'anus. Rapidement, il faut éliminer ce qui n'est pas une hémorragie digestive haute, c'est-à-dire les épistaxis déglutis puis vomis. Ce sont des hémorragies provenant des fosses nasales qui sont des rejets de sang rouge aérés par la bouche au cours d'un effort de toux et qui proviennent généralement de la région, de la portion sous-laryngée des voies respiratoires. Et au cours de méléna aussi, on peut avoir des selles noires sans qu'il y ait de méléna, c'est-à-dire sans qu'il y ait de sang, lors de l'ingestion des aliments comme les betteraves et comme d'autres aliments ou comme lors de traitements par le fer ou les selles de bismuth. On peut avoir des selles noirâtres sans qu'il y ait de vrai méléna. Devant toute hémorragie digestive, il convient d'évaluer rapidement la gravité, c'est-à-dire évaluer le pronostic et savoir comment vous allez trier votre malade. Est-ce qu'il va rester en hôpital du jour? Est-ce qu'il va être transféré en service froid? Est-ce qu'il va être transféré en réanimation? Tout ça dépend d'abord de plusieurs paramètres cliniques, biologiques et de terrain. Les paramètres cliniques pour évaluer les pertes sanguines sont d'abord la quantité de sang extériorisé. Celle-là, elle est difficile à quantifier, sinon, surtout dans nos populations analphabètes. Généralement, chez les patients cortiqués, on peut l'évaluer en nombre de tasses de thé ou de tasses de café extériorisées. C'est très facile. On peut évaluer également la gravité s'il est constant hémodynamique, c'est-à-dire quand on a un pouls accéléré ou une tension basse. On peut évaluer également sur le plan clinique, sur l'état général, l'état de la vigilance, l'existence ou non d'une soif et une dyspnée. On peut évaluer également la gravité sur l'existence ou non de signes de choc, une pâleur, une sueur, une polypnée, ou l'existence ou non de marbrures avec de refroidissement des extrémités des membres inférieurs. On peut évaluer également la gravité sur le nombre nécessaire de macromolécules transfusées ou perfusées pour avoir un bon état hémodynamique. Celui-là est un très bien paramètre, sinon dans nos urgences, qu'on peut quantifier facilement. On peut évaluer également la gravité sur des paramètres biologiques, notamment le taux d'hémoglobine et d'hématocrite, en sachant que ces paramètres apprécient la déperdition du sang. Il apprécie également l'évolution et l'efficacité des mesures qu'on a mises, c'est-à-dire les mesures de la correction, mais ils sont peu perturbés au début. C'est-à-dire on a une hémoconcentration réflexe ou réactionnelle qui fait que on peut évaluer la gravité également sur le terrain, c'est-à-dire les sujets âgés plus de 65 ans, ils sont plus un terrain de prédilection, surtout quand il s'agit des patients plus de 65 ans avec des antiagrégants plaquettaires ou des AINS. C'est les sujets également âgés avec des tares associées, notamment les insuffisances coronaires, cardiaques, insuffisances hépatiques, rénales ou respiratoires. On peut évaluer également la gravité sur le terrain quand il s'agit d'un patient de plus de 65 ans qui a des traitements anti-agrégants ou traitements anticoagulants ou long cours. On veut être un peu réactif, c'est-à-dire on va essayer de vous proposer un cas clinique réactif et puis interactive, et puis on va répondre au fur et à mesure de l'énoncé du cas clinique. Donc, est-ce que vous m'entendez, docteur Louis? Ça va jusqu'à présent? Oui, docteur, vous pouvez continuer. والله يسامعكم، والله يسامعكم كامل، ما هي مشكلة. Très bien. Un homme de 55 ans. C'est un homme de 55 ans qui s'est présenté aux urgences de l'hôpital ici à Nouakchott, un hôpital public, avec des hématémèses. Il a comme antécédent un ulcère thérapeutique depuis 5 ans, un ictère non exploré depuis 20 ans. Celui-là, on le voit tous les jours, un ictère non exploré depuis 20 ans. Tout le monde vous dit ça aux urgences. Il a été traité par la phytothérapie, il n'a pas été exploré convenablement. Donc, ce monsieur ne prend pas d'AINS ni d'antiagrégants, il n'est pas tabagique. Mais depuis un mois, quand même, il a consulté son généraliste pour cet ictère, le général 60, les alates à 45, les gamma GT à 95, et son antigène B c'était positif, sans acide ni nodule.
À l'examen physique, on a assisté à un deuxième épisode de Mathémèse devant nous. Donc, la tension à l'admission était à 11,6, le pouls était à 90, il n'y avait pas de signe périphérique de choc, c'est-à-dire il n'était pas froid, il n'y avait pas de marbrure. À l'examen clinique physique, il y a une matité de un ictère franc, conjonctival, une sténomégalie. Il n'y avait pas de signes d'encéphalopathe. L'examen neurologique était normal, il n'y avait pas de mouvement de trémulation et qu'on peut avoir une insuffisance cardiaque avec dilatation des 26 hépatiques et une hypertension segmentaire avec des hématémèses sans qu'il y ait de cirrhose. Au toucher rectal, on avait des mélénas. Bon, ici, il ne faut pas théoriser trop, il ne faut pas perdre de temps, il faut faire des mesures non spécifiques à toute hémorragie, que ce soit par hypertension portable ou par ICR. C'est notamment de prendre une voie veineuse rapidement, voie veineuse de gros calibre, voire même une voie centrale, avec remplissage par des macromolécules. Ce remplissage vise à maintenir une perfusion adéquate. L'idéal pour nous ici, c'est de maintenir une pression artérielle moyenne de 65 mm/Hg. Il faut dire que l'hypovolémie prolongée favorise la survenue d'une insuffisance rénale. Donc, il faut avoir une pression artérielle moyenne de 65 convenable pour assurer l'oxygénation et l'irrigation des tissus. Il faut dire aussi que l'infection bactérienne augmente la mortalité quand il y a une hypovolémie prolongée. Il faut maintenir une oxygénothérapie efficace à raison de 5 litres par minute, de 2 à 5 litres par minute. Il faut mettre une sonde urinaire pour quantifier la diurèse parce que vous allez remplir par la suite. Parler de remplissage justifie quand même qu'on passe un peu en revue ce qu'on a comme solidité de remplissage et quand est-ce qu'on le met et le choix va porter exactement sur quelle molécule. Bon, il faut rappeler dans les cas d'hémorragie ou dans les cas d'émission de la masse plasmatique, c'est-à-dire chez les grands brûlés. Il existe également une hypovolémie relative dans le cas d'une vasodilatation, que ce soit physiologique ou médicamenteuse ou pathologique. Il faut rappeler également que l'osmolarité plasmatique est calculée grossièrement selon la formule suivante affichée. Et pour les solidités de remplissage, on a les cristalloïdes, on a les colloïdes. On va voir pourquoi on choisit l'un par rapport à l'autre. Les cristalloïdes donnent une expansion extracellulaire sans modification intracellulaire. Les cristalloïdes présents dans notre contexte, c'est-à-dire à notre disposition ici à Nouakchott et à l'intérieur, c'est les NaCl 0,9% et les Ringer lactate. Donc, on a les NaCl 7,5% qui n'est pas disponible. On a les NaCl 10% qui n'est pas disponible. Donc, le Ringer lactate, il comprend 6 grammes de NaCl avec 28 millimoles de lactate, 4 potassium et il y a du calcium dedans avec une osmolarité de 280 milliosmoles par litre. Ces cristalloïdes, il est contre-indiqué en cas d'acidose hyperchlorémique et une hypernatrémie. Le Ringer également, il est contre-indiqué en cas d'œdème cérébral et en cas d'insuffisance hépatique. Donc, il n'est pas bien aimé chez les cirrhotiques. On a également comme solidité de remplissage ce qu'on appelle les colloïdes. Les colloïdes, on a les gélatines, on a l'hydroxyléthylamidon, on a les albumines humaines de 4% et de 20%. Ces gélatines donnent une expansion volumique égale au volume perfusé, donc la durée dans le temps est de 3 heures de temps. Il est malheureusement contre-indiqué en cas de grossesse. Les colloïdes, les gélatines qui existent chez nous, il existe des gélatines fluides sans calcium et des gélatines avec calcium. Donc les gélatines qui existent chez nous sont les plasmions, la gélofusine et les plasmagels. Depuis mon exercice en 2003, je n'ai jamais vu le plasmion, mais j'ai vu déjà la gélofusine et le plasmagel. Ça existe dans notre pratique courante. L'hydroxyléthylamidon, je ne l'ai jamais vu. Peut-être en France, oui, une seule fois. C'est un colloïde artificiel à base d'amidon de maïs. Il donne une expansion volumique supérieure au volume perfusé avec une efficacité prolongée, donc c'est le meilleur. Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale ou en cas de choc septique. Les albumines humaines à 4% et à 20%, on a dans la pratique courante, on l'utilise beaucoup en hépatologie. C'est notamment l'albumine qui c'est la meilleure colloïde naturelle préparée à base de plasma humain. Il entraîne une augmentation de la masse sanguine immédiate et son effet va durer plus de 1 heure à 3 heures de temps. Il donne une expansion volumique qui est égale au volume injecté.
Il est indiqué dans les chocs hypovolémiques, dans les brûlures étendues, dans le syndrome de Lyell. On peut l'utiliser chez la femme enceinte et chez l'enfant. Donc, ce qui fait sa facilité d'utilisation. Mais malheureusement, il est trop cher à Nouakchott. Le flacon de 50 ml de 4%, il coûte à 16 000 ouguiyas, 17 000 ouguiyas. Donc, sur ce, on peut faire facilement notre choix, c'est-à-dire chez les patients cirrhotiques, on a le choix, c'est le colloïde, notamment l'albumine. Pour les patients non cirrhotiques, on a les cristalloïdes et puis les colloïdes. Mais il ne faut pas oublier également que le remplissage excessif peut diminuer la concentration des facteurs de coagulation, donc ce qui va aggraver secondairement le saignement. Donc, il faut faire attention, il faut toujours évaluer votre remplissage. Comme je dis tout à l'heure, il ne faut pas théoriser, il faut faire tout ça en même temps, c'est-à-dire préparer la voie veineuse et mettre le soluté de remplissage en marche, mais en même temps, en parallèle, il faut qu'il y ait un infirmier qui prépare le malade pour l'endoscopie, qui doit être faite avant les 12 heures. Cette préparation comprend des étapes qui sont comparables en termes d'efficacité et d'utilisation. C'est le volet médicamenteux, c'est l'administration de 250 mg d'érythromycine en intraveineuse. Cette érythromycine va nous permettre d'avoir des contractions antrales qui vont vider l'estomac par la suite en 30 minutes. Donc, il est contre-indiqué en cas d'espace quitté long chez les patients qui ont des BAV. L'érythromycine s'administre de la façon suivante. On prend 250 mg avec 50 cc de sérum salé et on l'éjecte en IV lente, en intraveineuse lente sur 5 à 10 minutes. Ceci doit être fait 30 minutes à 2 heures avant l'endoscopie. Si on a des mélénas, ce n'est pas la peine de mettre l'érythromycine parce que l'érythromycine sert à avoir des contractions antrales et à nettoyer l'estomac. Donc, et on sait qu'au cours des mélénas, ce sont des hémorragies occultes de faible quantité qui passent par l'intestin et seront digérées par la suite. Donc, ce n'est pas la peine de mettre l'érythromycine. Le deuxième volet, c'est un volet un peu instrumental, c'est la sonde nasogastrique qui est pénible pour le malade et chronophage pour l'infirmier. De toutes les façons, on les avait évalués par une étude qui a englobé 253 patients avec hémorragie digestive, dont 80% étaient cirrhotiques. Donc, on a évalué les paramètres suivants: la durée de l'endoscopie, le taux de récidive hémorragique, le recours à une deuxième endoscopie, les besoins transfusionnels et la survie. Donc, on a vu que par rapport à ces paramètres à évaluer, la sonde nasogastrique et l'érythromycine étaient comparables. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux. Nous, ici, en Mauritanie, comme l'érythromycine injectable n'existe presque pas, on utilise la sonde nasogastrique le plus fréquemment. Pour l'endoscopie, il faut disposer d'un plateau technique adéquat. Il faut disposer d'un plateau d'anesthésie générale, c'est-à-dire, généralement, on a besoin d'une intubation qui fait mieux que la sédation, parce que la sédation, c'est une respiration spontanée. Il faut avoir un appareil à double canal opérateur, c'est-à-dire un double canal, c'est-à-dire un canal pour opérer, un canal pour laver. Il faut avoir une source de lavage, c'est-à-dire toutes les unités d'endoscopie actuellement, les nouvelles unités qu'on n'a pas, disposent de pompes de lavage manuelles. Il faut souligner que la réalisation de l'endoscopie doit être faite avant les 12 heures. On revient à notre patient. Il avait une hémoglobine à 7,5 grammes, des plaquettes à 90 000, une thrombopénie, un TP à 49% avec un facteur 5 à 51%, une légère cytolyse à 76 et 45 d'azate et alate. La bilirubine conjuguée a augmenté par rapport au taux précédent il y a un mois, avec 73 et 50 de conjugué, la créatinine à 11, l'iono normal, une albuminémie à 27, c'est normal chez un cirrhotique, la CRP négative, le CG était normal, le CBI était négatif, la thorax normal, et on a fait une ponction d'acide quand même. L'échographie, il n'y avait pas d'acide, mais l'échographie, elle a été faite il y a un mois, et à l'examen clinique, après un mois, on a trouvé quand même une petite quantité de clive qu'on a eu le réflexe de ponctionner. Donc, en parlant, jusqu'à présent, notre patient, il est clair pour la majorité d'entre nous, c'est-à-dire cliniquement, il a des signes d'hypertension portale.
Et biologiquement également, il a des signes d'hypertension portale parce qu'on a un TP bas, on a une thrombopénie. Donc, ce qui m'amène un peu à parler de l'évolutivité des pratiques de la prise en charge de l'hypertension portale depuis les années 90. Et vous savez tous qu'il y a une conférence de consensus qui se tient toutes les 2 à 5 ans à Baveno, c'est une petite ville en Italie qui est réputée pour héberger ces conférences de consensus. Donc, on voit l'amélioration de la prise en charge de 90, où on avait une mortalité de 40%, jusqu'en 2015, où on a une mortalité de 12%, mortalité globale, tout stage confondu. Donc, pourquoi? Parce que l'évolution les années 90, on était très agressif sur l'hypertension portale. On faisait la transection œsophagienne. En Baveno 2, on avait la sclérothérapie, on avait les tips de sauvetage. En Baveno 3, on avait la découverte des ligatures élastiques qu'on utilise actuellement. En Baveno 4, on avait l'utilisation de drogues vasoactives. Et en 2015, Baveno 6, c'est l'avènement des marqueurs non évasifs qui nous permettent de travailler sur le stade de la fibrose et de la cirrhose et prévoir, dès qu'on voit le malade, prévoir un TIPS urgent, c'est-à-dire un early TIPS ou un TIPS précoce. Donc, on a vu avec vous les mesures générales qui s'appliquent à toute hémorragie digestive sans qu'il y ait une idée sur l'étiologie. Maintenant, ce sont des mesures spécifiques pour l'hémorragie digestive, surtout d'hypertension portale. On doit transfuser le malade avec mise d'un objectif d'hémoglobine de 7 à 8 grammes par décilitre. Le plasma frais congelé n'est pas recommandé. Les kilos plaquettaires n'est pas du tout recommandé si on n'a pas une thrombopénie inférieure à 50 000. Le traitement médical, ce sont les antibiotiques. Ici, il faut souligner que les antibiotiques visent surtout les BGN. Il ne faut pas oublier également que chez les sérotiques, on a une translocation bactérienne énorme, on a une fragilité muqueuse qui font que la translocation bactérienne est très facile. Donc, les antibiotiques sont démises. C'est notamment les 3G, actifs sur les BGN en IV pendant 7 jours. Ils avaient montré dans une étude souligné que l'utilisation des antibiotiques diminue de 40% le taux d'infection bactérienne dans la première semaine. Le deuxième volet plus important du traitement médical, c'est la somatostatine, c'est la sandostatine, c'est la terlipresine. Ce sont des drogues vasoconstrictrices. Ici, en Nouakchott, on a la sandostatine à 250 microgrammes en bolus, puis à 250 microgrammes par heure à la seringue électrique pendant 5 jours. Il faut également utiliser les inhibiteurs de la pompe à protons. Il faut souligner ici que l'utilisation n'est pas consensuelle chez toutes les écoles. Chez les Américains, je ne sais pas si Dr Sidia est toujours connecté pour nous dire son avis. En tout cas, l'utilisation dépend de beaucoup de paramètres. Chez les Français, ils disent qu'avant l'endoscopie, l'utilisation est recommandée car chez les sérotiques, il y a une fragilisation capillaire qui fait que les sérotiques saignent plus après les varices par les ulcères gastro-duodénaux par fragilité capillaire. Donc, la deuxième cause de saignement chez les sérotiques après les varices, c'est les ulcères. Donc, ils mettent immédiatement les IPP à la seringue électrique, en bolus d'abord à 80 mg, puis 8 mg heure à la seringue électrique. Il faut souligner ici également que dans les dernières recommandations, chez un malade CHILD-C avec une acide réfractaire, ils ne préfèrent pas de mettre les IPP systématiquement car il y a une augmentation des infections de liquide acide avec l'utilisation des IPP. Après ces mesures, il faut organiser le transfert de votre patient en réanimation ou chercher de la place au cas où. Donc, votre malade a fait son endoscopie avant 12 heures, c'est dans le temps. Il ne faut pas oublier qu'ici à Nouakchott, on a des astreintes d'endoscopie, notamment à l'hôpital Zaïd et à l'hôpital Amitié, je pense. Donc, n'hésitez pas à demander à faire des endoscopies en urgence pour vos malades, surtout les gens qui habitent à Nouakchott. C'est faisable, les plateaux techniques ne manquent pas.
Donc, n'hésitez pas à orienter vos malades. Donc, notre patient a eu une endoscopie quand même avant 12 heures. Il avait des varices de grade 2 avec saignement actif. Donc, il a bénéficié d'une somatostatine. Il a bénéficié d'une ligature des varices. Ici, avant d'enlever cette slide, il faut un peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire varices œsophagiennes et varices gastriques et varices gastro-œsophagiennes. Les varices œsophagiennes sont celles inhérentes à l'œsophage carrément. Les varices gastro-œsophagiennes ou les GOV sont celles GOV 1 et GOV 2, celles-ci qui sont en continuité directe avec les varices œsophagiennes, c'est-à-dire les GOV 1. Les GOV 2, ils sont un peu sans continuité avec les varices œsophagiennes, ce sont un peu au niveau du sous-cardia. Et les varices gastriques isolées sont celles au niveau phendique. On peut avoir des varices gastriques isolées sans qu'il y ait des varices œsophagiennes. On peut avoir également des GOV2, c'est-à-dire des varices gastriques de type 2 entrales, sans qu'il y ait des varices œsophagiennes. Donc, notre patient, il a bénéficié d'une séance de ligature et il va mieux. Il est en réanimation, donc il a bénéficié d'une séance de ligature. Il faut ici énumérer les traitements, les moyens endoscopiques qu'on a, les moyens de traitement endoscopiques qu'on a dans la littérature, pas un workshop. Dans la littérature, on a la ligature élastique, on a la colle biologique, on a les sondes de tamponnement qui doit être de 24 heures au maximum. On a les prothèses œsophagiennes couvertes auto-expansives qui doit être également temporaire de 24 heures, de 48 heures. Et quand tout ça ne marche pas, on peut avoir recours à nos collègues de radiologues interventionnels pour mettre un tips de sauvetage. Les tips de sauvetage, il est indiqué si un malade de child C, c'est-à-dire avancé, ou un child B avec un saignement réfractaire. Saignement réfractaire, c'est-à-dire on a utilisé la ligature, ça ne marche pas. On a utilisé la colle biologique, ça ne marche pas. On a utilisé la sonde de tamponnement de Blackmore, ça ne marche pas. On a utilisé la prothèse, ça ne marche pas. Donc, c'est un saignement réfractaire qui doit être tipsé en urgence. Pour ce qui est des moyens thérapeutiques endoscopiques pour l'ulcère pour l'hémorragie digestive par ulcère, on a les clips, on a la coagulation bipolaire, on a les on a les coagulations au plasma argon, on a les sprays hémostatiques, on appelle toujours nos chirurgiens, non, ou si ça ne marche pas, c'est la des ligatures. On dispose pour les ulcères de l'injection d'adrénaline et plus ou moins des types d'éclipses. On peut avoir des éclipses. Avant de passer cette slide, il faut dire que pour l'hémorragie par ulcère, on peut utiliser des méthodes. On peut avoir des méthodes différentes d'hémostase. C'est-à-dire ici à Nouakchott, on peut utiliser les clips comme on peut utiliser l'injection. Ici, il faut rappeler un peu les différents aspects physiopathologiques de la partie intrahépatique et une partie systémique. La partie intrahépatique, son primum c'est la fibrose, c'est-à-dire les modifications structurelles. La fibrose, le collapsus sinusoïdal, l'activation des nodules de régénération, les microthromboses et les qui participent à 30% à cette fibrose, à cette résistance, à cette augmentation de résistance vasculaire. C'est la baisse de la synthèse du monoxyde d'azote, la baisse de la sensibilité à l'effet du monoxyde d'azote sur les vaisseaux. السلام عليكم. في مشكله في الصوت شوي يتقطع. La hausse de la synthèse locale et systémique des vasoconstricteurs. Tous ces paramètres aboutissent à une augmentation de résistance vasculaire, donc à une hypertension. La base périphérique, ce qui va aboutir à
Oui, oui, alaykoum salam. C'est bon. دكتور احمد سيدي هو اللي قالها لي. Entendez, هو c'est اللي bon. قال الصوت فيه مشكله، انا ما اللي حسيت سامعني بها. سامعني وراك سامعك، تفضل. vous pouvez continuer. اوكي. مشكلة الصوت دكتور D'accord. La الصوت. physiopathologie de l'hypertension portale, les paramètres systémiques. Les plus importants des paramètres participent à 70%. صوت اللام connexion. طالع عند اللام connexion. طيب واصلوا. C'est bon. C'est bon, سامعيني. وي سامعين. تفضل. Donc, pour rappeler un peu la physiopathologie de l'hypertension portale, on avait plusieurs paramètres intrahépatiques et systémiques. Les paramètres intrahépatiques, ce sont généralement les modifications structurelles qui participent de 70% à la fibrose. C'est-à-dire, le primo-moment, c'est la fibrose, c'est les collapsus sinusoïdales, c'est l'existence des nodules de régénération et les microthromboses. Le deuxième paramètre intrahépatique, c'est les modifications fonctionnelles, notamment la baisse de la synthèse du monoxyde d'azote, la diminution de la sensibilité au monoxyde d'azote et la hausse de la synthèse locale et systémique des vasodilatateurs, des vasos, la résistance vasculaire, et du coup vont prononcer. C'est important, c'est l'augmentation des monoxydes d'azote avec vasodilatation périphérique. Cette vasodilatation périphérique va aboutir à une vasodilatation splanchnique avec, à son tour, va augmenter la vasodilatation systémique et activation des systèmes rénine-angiotensine et rétention hydrosodée, augmentation du flux porte et encore, le cercle va se refermer sur l'augmentation de l'hypertension portale. Ça, c'est très important à savoir pour comprendre ce qui suit. Digestive, on a utilisé dans le temps, on a utilisé des scores. Et on sait que les variations cliniques et biologiques, les meilleures, c'est la meilleure. Mais dans les livres, vous pouvez voir qu'il y a des scores utilisés pour les variations de la gravité. Ces scores sont notamment le score de Rocal et le score de Blatchford. Le score de Rocal, il permet de vous aider à décider le type de la prise en charge, c'est-à-dire en ambulatoire ou en hospitalisation. Il comprend une partie clinique et une partie endoscopique. Il est surtout développé pour évaluer le risque de décès. Donc, il n'est pas très utile chez nous. Ce score utilise plusieurs paramètres, l'âge, l'état de choc, l'existence ou non d'état de choc, les comorbidités, les diagnostics. Donc, il comprend une partie endoscopique, donc on ne peut pas les faire sans déjà faire une endoscopie. Et il comprend des stigmates et des saignements récents. Donc, il n'est pas trop utilisé parce qu'il est très barbatif et très difficile à faire. On a également le score de Blatchford. Le score de Blatchford, il ne nécessite pas... دكتور سالست 25 minutes. ما زالت 25 minutes. Mais c'est bien. اوكي. حاولوا تختصروا شوي بينا لا نفتحوا المجال للاسئله. شكرا. Donc, je vais passer rapidement les scores pour dire que les scores ne sont pas utilisés chez nous. Et je vais citer ils ont beaucoup de limites parce qu'ils se basent sur des paramètres biologiques qui sont dosés à l'admission, alors que ces paramètres biologiques dosés à l'admission ne sont pas fiables parce qu'il y a l'hémoconcentration, il y a les saignements après, il y a les contrôles tous les jours après. Ils ne sont pas trop suivis en pratique clinique vu leur calcul un peu fastidieux. Donc, je vais citer cette citation d'un maître égyptien de l'hypertension portale qui dit que le bon sens clinique fait au mieux, voire mieux que les scores. Donc, il faut se baser sur votre sens clinique et surtout les paramètres cliniques et biologiques que vous avez devant vous, au lieu d'utiliser des scores difficiles à calculer. Ici, il faut dire aussi qu'il y a des facteurs de mauvais pronostic pour l'hypertension portale et des facteurs de mauvais pronostic pour l'hémorragie par ulcère.
Les facteurs de mauvais pronostic pour l'hémorragie par hypertension portale sont notamment la classe Child C, la taille des varices, le score de MELD élevé, la présence ou non des comorbidités et l'échec d'un traitement primaire, c'est-à-dire l'échec d'un traitement hémostatique primaire. Les facteurs de mauvais pronostic pour l'hémorragie par ulcère, ça c'est résumé dans le score de Forest. C'est un score pronostic très important qu'on utilise ici souvent en workshop. Il est facile à utiliser. Voici le score. Il existe sur toutes les applications de smartphone. Nous revenons à notre patient. Donc, notre patient, il a été en réanimation. À J3 d'hospitalisation en réanimation, il a développé une encéphalopathie hépatique. Donc, il a eu une intubation orotrachiale. Il avait une pneumopathie d'inhalation sur sa radio. On a changé la ligne d'antibiotiques. On a mis du Dufalac. Et à J5, il a récidivé. Il a saigné encore. Il a bénéficié d'une autre transfusion. Il a bénéficié d'une deuxième endoscopie avec religature. Il a été ligaturé une deuxième fois. Ici, il faut souligner un peu que l'encéphalopathie hépatique, c'est un terme très utilisé, mais on ne sait pas tellement le définir. Il faut différencier entre les stades d'encéphalopathie et les types d'encéphalopathie. Les stades d'encéphalopathie, c'est 4. Les types d'encéphalopathie, c'est 3. On peut avoir le premier type qui est le type A qui survient chez les insuffisance hépatique aiguë, médicamenteuse ou virale. Le type B, il survient avec une hypertension portale sans cirrhose. Et le type 3, il survient chez les cirrhotiques. Donc, voici les différents types de sondes de tamponnement. Ça, c'est les sondes de Linton et sondes de Blackmore qu'on utilise rarement ici chez nous, dans la pratique courante. Voici aussi les différents types de prothèses expansives qu'on n'a pas en Mauritanie, malheureusement. Donc, chez notre patient, il a eu arrêt de saignement avec stabilité hémodynamique, conscient, il est sorti de la réanimation, il a séjourné en service de gastroentérologie, il a une prévention secondaire par les bêta-bloquants non cardiosélectifs. On lui a programmé plusieurs séances de ligature jusqu'à l'éradication des varices. Il est sorti avec norfloxacine 400. Si la norfloxacine n'existe pas, il faut prendre la ciprofloxacine. Pourquoi la norfloxacine? Parce que son taux d'albumine dans le liquide d'acide était inférieur à 15, donc ça justifie une prophylaxie par antibiothérapie, une chimioprophylaxie. Il a eu des diurétiques avec un objectif de 6 grammes de sel par jour. 6 grammes de sel par jour, il faut dire à vos patients que le régime sans sel strict n'existe plus, que le régime sans viande n'existe plus, que la dénutrition tue le cirrhotique, que la dénutrition chez les cirrhotiques est un facteur de mauvais pronostic. Donc, ce n'est plus comme avant. Il faut conseiller avant malade de prendre 6 grammes de sel par jour, c'est-à-dire حبة من الدلجان par jour. حبة حبة من الملح قد حبة الدلجان par jour. Il faut conseiller aux malades de prendre 100 grammes de viande un jour sur 2 ou un jour sur 3. Il faut conseiller aux malades de prendre des œufs parce que la dénutrition tue les cirrhotiques. Bon, par la suite, il faut évaluer votre cirrhose parce que lui, il a un antigène HBS positif. On va demander la charge virale. Et dès qu'elle est détectable, dès que la charge virale est détectable, vous êtes autorisé à mettre un traitement antiviral qui est disponible en Mauritanie, qui est gratuit, qui a un effet antifibrosant et un effet antiviral en même temps. Si les bêta-bloquants non cardiosélectifs sont contre-indiqués chez nos patients asthmatiques ou ceux qui ont des troubles du rythme, il faut privilégier de rapprocher les séances de ligature élastique. Si la cirrhose avancée, si vous avez une acide réfractaire avec une tension inférieure à 9, et dans ce cas, il faut arrêter les diurétiques, ça ne sert à rien. Il faut arrêter les bêta-bloquants, ça ne sert à rien. Ça peut même aggraver la cirrhose. Si vous avez une hyponatrémie également inférieure à 126, ce n'est pas 130, mais 126, il faut arrêter au moins les Lasix. Et voilà. Il faut proposer un TIPS en attendant une transplantation. Et malheureusement, la CNAM n'évacue pas les cirrhotiques pour transplantation. Ici, il ne faut pas oublier, donc, on a vu les hémorragies par hypertension portale, les varices notamment. On a vu les hémorragies par ulcère gastrique. Mais il ne faut pas oublier que chez les cirrhotiques, les malades ne saignent pas seulement par hypertension portale, par des varices. C'est-à-dire, il peut saigner également par ce
qu'on appelle les gastropathies entrales, c'est-à-dire les gastropathies par hypertension. Les cirrhotiques qui existent, vous savez, c'est les cirrhotiques exactement, et également il existe ce qu'on appelle la gastropathie à mosaïque. Ce sont des ectasies vasculaires sous-muqueuses qui peuvent saigner chez les cirrhotiques, et dans ces cas, on n'a pas de traitement malheureusement en Mauritanie. Il y a ce qu'on appelle le plasma argon qui n'existe pas chez nous. On peut également saigner d'une ulcération de la foie. C'est une perte de substance muqueuse qui érode une artériole. Elle est difficile à voir parce qu'elle est de siège phendique généralement. Dans l'estomac, 75% des cas. Elle est responsable d'une hémorragie rarement, mais elle est généralement grave parce que c'est une artériole qui saigne. Et toujours, elle n'est pas vue à la première endoscopie, donc il ne faut pas hésiter à reprendre l'endoscopie dans un deuxième temps avec une bonne investigation pour voir le phénix parce que généralement, elle est de siège phendique. Des diagnostics difficiles. Elle nécessite, comme j'ai dit, elle nécessite des endoscopies. Le traitement, donc, c'est l'hémostase endoscopique simple, c'est l'injection, c'est la ligature, c'est le traitement thermique. Mais chez nous, il n'y a que l'injection qui est disponible chez nous. J'espère que la connexion va nous permettre de suivre. Ça, c'est une image d'une artériole qui saigne, c'est une ulcération de la foie qui saigne en situation phendique. Donc, si elle ne saigne pas, saignement en jet, il est difficile à voir. Il y a aussi, on peut saigner un nappe qu'on ne peut pas jamais la voir. Voilà. N'oubliez pas aussi qu'on peut saigner par œsophagite, c'est-à-dire c'est rare, c'est exceptionnel, mais ça existe. On peut saigner également d'un syndrome de Mallory-Weiss, qui est une dilacération de l'œsophage suite à des vomissements répétés. Et le seul traitement disponible chez nous, c'est l'injection de l'adrénaline. On peut avoir recours à une embolisation. Voilà, ça c'est une slide, j'ai voulu un peu très succincte, qui récapitule ce qu'on doit faire immédiatement, ce qu'on doit faire plus tard. C'est-à-dire, chez les cirrhotiques, c'est les traitements vasoactifs, c'est les antibiotiques, c'est les thromycines, c'est le remplissage, c'est la transfusion pour un objectif d'hémoglobine de 7 à 8. Faire par la suite une endoscopie avec ligature des varices. Et pour les patients en haut risque, comme on a dit, les patients Child C, ou avec un saignement réfractaire, il faut préparer les TIPS. Sinon, il faut poursuivre le traitement conventionnel. Ici, j'ai voulu un peu décaler des recommandations françaises. Ça, c'est des recommandations belges qui sont plus digestes, plus faciles à mémoriser et à mettre en œuvre, surtout chez nous. D'accord. Comme vous savez, je vais terminer sans parler des hémorragies digestives par cancer. C'est-à-dire, on peut avoir un cancer d'œsophage qui saigne, on peut avoir un cancer ORL qui saigne, on peut avoir un cancer de l'estomac qui saigne, mais généralement, c'est un long passé de douleurs épigastriques, c'est un long passé de dysphagie, et l'hématémèse vient en deuxième ligne. Donc, je n'ai pas ici traité les hémorragies digestives par cancer, je l'ai laissé pour un autre moment. Je vous remercie. السلام عليكم. شكرا دكتور أحمد الأعمر. Je vous remercie infiniment pour cette belle présentation, machallah. On va essayer de lire quelques questions. Voilà, docteur Mamadou, quelle est la posologie de gélophysine en cas d'hémorragie massive? Fadal, docteur Ahmed. La gélophysine, une question ou جاوبوا. Wallahi. La gélophysine, malheureusement, elle n'existe pas dans notre contexte. Nous, on a surtout le plasma gel. Et comme j'ai dit que l'hémorragie digestive, elle est évaluée, c'est le nombre de macromolécules suffisant pour avoir une pression artérielle moyenne. Donc, je ne peux pas vous dire combien de flacons vous allez transfuser à votre malade pour avoir une pression artérielle moyenne de 65. Donc, ça peut avoir, vous pouvez avoir besoin de 10 flacons, comme vous pouvez avoir besoin de 2 flacons. Donc, ça dépend de votre état hémodynamique, ça dépend de la pression artérielle moyenne de votre malade. OK. C'est bon. Voilà. Oui, c'est bon.
La deuxième question, docteur Sidina, plateau technique est-elle disponible à Zaïd et à l'amitié, y قولوا عنه compris موريتان شوف l'Eclipse? والذويب Hein? والذويب Eh, والذويب eh, كايس والذويب كايس هذا مامادو مسيو دكتور مامادو قولوا عنه في موريتان il y a que le plasma gel qui existe la gélophysine ما ياسر وبلازميون n'existe pas ما هو خالق donc on utilise que le plasma gel فهمت ok, ok, le plasma gel لكن suffisant منه لا ce qui nous permet d'avoir une pression artérielle moyenne de 65 donc on peut utiliser 20 comme on peut utiliser 2 voilà. ok. Docteur Sidina, plateau technique est-elle disponible à Zaïd et à l'amitié, y compris l'Eclipse? الكليب ما هم ياسرين السلام عليكم الكليب ما هم ياسرين الله قاع ما هم خالقين الا بريفي غير لينجيكسيون دادرينالين خالقه في الببليك ولي لي ليغاتور خالقين في الببليك فوالا. Ok. Docteur Mamadou, qu'est-ce qui explique le mélanage chez ce patient et quelle est sa conduite à tenir? Les mélanges هو ماله عنده hémorragie digestive وعنده déjà des hématémèses donc il y a une partie qui va Essayez de parler en passer. français. Notre collègue c'est un malien. C'est un collègue malien. Non, oui. il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Donc, il a posé la question pourquoi il a des mélénas. Donc, on sait que l'hémorragie digestive, il a une partie qui va être extériorisée, mais il y a une partie qui va descendre dans le tube digestif et va être digérée par l'intestin grêle et va sortir sous forme de sels noirs. Ce sont des mélénas. Ok. Ok. لا نطول الكلام الدكتور احمد سيديا قال عنه بده يتكلم. انا مولي افان دوبليير نختار تكلمنا عن لي ميزير براتيك qui devraient être faites devant une hémorragie digestive haute à l'intérieur et quels sont les malades évacuables et les autres qui ne sont pas évacuables. Qu'est-ce qu'on doit faire avant d'évacuer un malade? وقفم نتملاك تطرح الكامل في بلد كويس في الداخل à l'intérieur on a que le sérum salé, on a que le plasma gel. Donc pour un malade qui n'est pas sérotique قلنا عنه نختاروا له le plasma gel. Pour un malade sérotique نختاروا له le plasma gel. Les non sérotiques كافيهم le ring le sérum salé. هذا موجودين في الداخل. فهمت؟ لله ce qu'on va utiliser de nombre de solutés de remplissage dépend de notre malade et son adaptation avec les mesures de remplissage. Un malade, on doit le stabiliser, on doit l'envoyer à Nouakchott parce qu'il y a des unités d'endoscopie à Kifa, mais ils n'ont pas de ligature, ils n'ont pas d'adrénaline. Il y a une unité d'endoscopie à Rosso, mais elle n'a pas de gastro-entérologue. Il y a une unité d'endoscopie à Nouadhibou, mais ils n'ont pas, je pense, d'adrénaline ni de ligature. Donc, il faut stabiliser votre malade avec la transfusion, avec les solutés macromoléculaires, et il faut l'envoyer à Nouakchott dès que possible. Ok, la sonde nasogastrique est systématique. La sonde nasogastrique n'est pas trop systématique parce que entre deux mains non expertes, on peut passer à travers une varice et on peut aggraver l'hémorragie. La sonde nasogastrique, elle est nécessaire avant l'endoscopie, mais elle n'est pas nécessaire avant. اوكي دكتور احمد سيديا واضح تفضلوا. واضح والله واضح. دكتور احمد سيديا تفضلوا. بالداخل مولي ما فيه لا ساندوستاتين ولا فيه السيرنج الكتريك بالداخل. واضح. دونك سي ان سيريو بروبليم. فوالا ان توكا سيدي بابي بعد السيرنج الكتريك خالقين. ايوا لي زي بي بي بسيطه روايتهم سي 80 ان بوليس et puis 8 mg par heure. C'est vitesse 2 cc par heure. C'est clair. والله حد ما عنده سرنج الكتريك وصون باسيان ماسي عنده معدل انيلسير ما هي هيبرتنسيون بورتال يدي يقبلوا 200 ملغ من لي زي بي بي اللي عنده موجودين ويديرهم في 60 سي سي ويمشيهم انيفيلونت يعود قاعد حداه ويقدم اللي يديرهم في 200 من سيروم سالي ويمشي لهم ان بيرفيزيون سير 24 اور.
en sachant que le débit égale la quantité sur 3 fois l'heure. واضح. واضح. دكتور أحمد سيدي تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور أحمد عمر، فعلا كانت محاضرة قيمة وكانت نقاطها مهمة جدا. أنا هون لا يعود على شكل سؤال كاع ما هو تعليق بالأساس، ولا نعود عملي أكثر فيه. مثلا مريض جاد طبيب عام في حالات مستعجلة والله في مركز صحي عنده هذا النزيف اللي محتمل عن يقد جاي من المعدة والله نزيف علوي بالأساس. عدل له الامور الاساسيه اللي ذكرها، دار له السوائل المهمه، خرص لنفس، خرص مستوى المغلبين كان فيه، اعطاه الاسعافات الاوليه. هذا حد بن واكشوط. شنو هم الوحدات الموجوده في الوطن فمثلا يقدوا يعتنوا بهذا المريض وباسم حاله يقد يخرج ذاك الانتقال. مثلا انا مثلا على سبيل المثال اني نعود في مركز قول عرفات على سبيل المثال، هل من الضروري يعني لابد ان ترفن عليك انت بزايد كاقرب شخص والله فهم حد في صداقه والله طبل كبير؟ هذه الامور قد تعود هي لوجستيه غير هي اساسا مهمه حتى في نقل المريض. نختار جوابك على هذا، تعطي بعض معلومه للناس اللي مهتمه بالامر الذي يلا يعدل شنو. تفضل. تبارك الله. شوف عينك الى عينك على نواكشوط هون ما خالق سنتر دي سانتي بعد قاع فيه قرد في الليل ما يخالقه الا ما ندرى اثنين الله ثلاثه ضالي عنهم، واحد في عرفات وواحد في بريمي هم اللي يعدلوا لا قرد، ولا فيهم واحد ما عنده امبيلانس معناها عنده بسيط لين يجيه نيموراجي ديجستيف لا يكيليبريها ويمشيها لوبيتال مباشره. يكيليبريها باش قلنا عنه الى عاد عنده لسان يديروا الى عاد ما هو عنده لي ماكرومولوكيل الموجودين في نواكشوط اللي هما لي جيلو بلازما، البلازما جيل، جيلو فيزين وبلازميوم ما هم ياسرين. فهمت؟ ويستابيليزي سي لي بلان هيموديناميك ويمشيه شور لوبيتال لي بلي بروش ابري افوار كونتاكتي بيان سي لي سينيور ياك عود عالم اللي فهم مليانين في المية داندوسكوبي كان عنده رويالته يعلم وانسي دو سويت. فهمت؟ انا عنده ما في حد ما عنده لا بوسيبيليتي دو كونتاكتي ان سينيور ولا في حد ما عنده لا بوسيبيليتي دانفويي سون مالاد. اتون زين. سؤال لو خر ناحيه البلاتو تكنيك قلنا عنده لي بلاتو تكنيك لاندوسكوبي خالقه لا في طب زايد وخالقه في الصداقه. لوبيتال ناسيونال جوسكا بريزون ما هي خالقه فيه، خالقه في لوبيتال دي فيرولوجي لانستيتي دي فيرولوجي غير ما عندهم لا غارد نو فون با لا غارد. لوبيتال ميليتير فيه وفيه لا غارد يعدوا لا غارد فيه. فهمت؟ فوالا. والداخل خالقه في روسو غير ما يفونكسيونيل وخالقه في نواديبو واللي فونكسيونيل وخالقه في كيفي غير ما يفونكسيونيل ملي يعني. زين. السؤال الاخير مثلا دائما يتعرضوا يقدعوا له جماعه الناس اللي تشتغل في الازرجانس، شنو هم المرض اللي قد لقاش يدبريهم اللي جايين عندهم ليزوموراجي ديجستيف والله كل واحد جا لابد يقبل افي جاسترو سابق يطلسوا. هذه الناس اللي كامله لين يجي يقول انا كان عندي نزيف يامس وقذفت ياسن الدم، يقول له وقف عنك يقول له ها كونسيتاسيون اكسترن قيس واحد الدار ويقذف فيني يموت. ابدا 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 ابدا. Ça c'est une erreur d'appréciation. هذا خطأ في التقويم والله التقييم. داكور. بيجي لي نيموراجي ديجستيف قال له حالة مستعجلة يسوى خلقت يامس ويسوى خلقت اليوم. يا الله مولاها ين يحكم لين نعرف هو ماله لماذا pourquoi il a saigné. Il faut toujours chercher l'étiologie. Après avoir fait le diagnostic, là on peut décider de libérer ou de garder notre malade. Mais on ne peut pas se permettre de libérer un malade qui a fait une hémorragie digestive à la maison. On ne peut pas se permettre de le libérer avant de faire une endoscopie. Ça, c'est pas possible. Tout simplement pas possible. ايوه زين. معناه ان ناخذ بعض من هون على ان اي حد جاء حاله من هاي الحالات لابد يتصل مع الاخصائي اللي في المجال ويعاين المريض وعلى ذاك الاساس يقيم الحاله ويقرر المقرن فيها. اما ذيك الطرس وكونسلتاسيون اكسترني ولا قد يجي بعد شهر والله يخرج ولا يخلق له سابق ذاك ما هي الله. ذيك الطال لي راهي هذاك لا تعبر عن l'appréciation individuelle du patient du médecin. لان لي باسيون ياسر منهم اللي عنده ما هو هيماتيميز. Ce ne sont pas des hématémèses. واحد يقذف قذافك حد
والله تخن والله شوكولا يقول لك عنه قذف الدم لا سيما عند لي فام il dramatise un peu la situation ولين يعدل le médecin son interrogatoire والله يعدل son examen ويشوف عن هذا ما ce ne sont pas des hématémèses là c'est laissé à son appréciation propre donc il peut libérer son patient et le reconvoquer après pour une consultation spécialisée ou pour avoir carrément lui prendre un avis déjà un rendez-vous d'endoscopie فهمت يا غير قاعد بسيط حد كامل عنده هيموراجي ديجستيف عدلها يامس والله هو نامس وازن عليه لا يعود عنده دي ميلينا وذاك ينجبر الله في توشي ركتر يا غير مالوريزمون هنا الصح ما كيسيون هنا هي عن normalement tout malade qui a dit qu'il a une hémorragie digestive ou chez qui on a diagnostiqué une hémorragie digestive on doit lui faire toujours un toucher rectal ما يكذب دائما فهم دي ميلينا donc dans ce cas il faut l'hospitaliser مع قدرة الصوت جزاك الله خير هذا هو اللي عندي من تعليقات وأسئلة في الموضوع. Ok. L'hémorragie digestive, c'est une urgence. Le toucher rectal est systématique devant toute hémorragie digestive. Ok. تفضلوا s'il y a des questions. فهم une question من le groupe staff. شفتوا قبيل كنت تعتني devant une hémorragie digestive chez un cardiopathe, un patient qui a une cardiopathie. فهم شيء particulier يلا يعدل ولا بديه دكتور أحمد العمار؟ ما سمعتك. Une hémorragie digestive chez un patient qui a une cardiopathie déjà connue, déjà diagnostiquée. ذاك مولي زين وللاسف. شوف احنا نوبليي با احنا عايدين معنا اجور وذل منا اجور قليل ذل منا اجور ما هو صايب اللي يعود اجور حتى وهنا احنا كاع ما اجور نهائيا. هو شفت ان سابازانسي ليبيديميولوجي ناسيونال نعرفوا عندنا ياسر منا دي جن الحمد لله وعن ليموراجي ديجستيف شي لي كارديوبات لا لي جون اللي تريزاجي وشور اوروبا وعندهم ياسر من لاغريغاسيون انتي اغريغان بلاكاتير ولي زي الناس وهذا مالوريزمون عاد ياسر عندنا احنا يا غير ما نطرحوا له البال بين اللي ما اون بانس با سا مالاد كاردياك دائما يعود عنده جينيرالمون يعود عنده لاسبيجيك alors qu'on sait que l'aspégique c'est un anti-agrégant placataire il favorise les saignements gastro-intestinaux liés une fragilité capillaire muqueuse. Donc, on a les patients qui font une hémorragie digestive sur aspégique, généralement qui sont suivis en cardiologie, on évalue notre patient, son état hémodynamique et on pèse le pour et le contre pour arrêter son aspégique en se basant sur la gravité de l'hémorragie. Dans ce cas, il faut toujours appeler son cardiologue et s'enquérir de son dossier médical en cardiologie et voir si on peut arrêter son aspégique. Généralement, le cardiologue vous répond oui, quand il saigne, il faut arrêter l'aspégique. Quand c'est un malade stenté, plus de 6 mois, sous double anti-agrégation, le Plavix et l'aspégique, il faut les arrêter tous les deux. Il faut arrêter l'hémorragie et reprendre l'anti-agrégant après 10 jours ou une semaine. Voilà. Mais la prise en charge se fait souvent en collaboration étroite avec les cardiologues. Ok. واضح. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, حد عنده سؤال. نختار ننبه les participants كاملين عن ما يطرحوا بالهم الكاميرا في واحدين يقعدوا ما مشاكل أنا قاعدين يطرحوا بالهم لها. Voilà. يا حبيبي. Si vous avez des questions, حد عنده question يرفع ايدته. دكتور عبد الله والعابد قبيل شفتك قبيل رفعت يدك. أخير. هون une question من groupe staff, je pense. La mise en condition faite par un généraliste à l'intérieur devant une hémorragie digestive haute avant d'évacuer le patient, l'indication de la transfusion. Voilà. هذه une question من groupe staff اللي كنا نتكلم عنه قبيل. شوف la mise en condition faite par un généraliste à l'intérieur. oui. جنراليست لا هم الموتير ده كامل لا هم اللي يشتغلوا. شوف la mise en condition فيها deux volets. واحد remplissage par des macromolécules. L'objectif c'est une pression artérielle moyenne de 65 mm mercure. فهمتني؟ واحد un volet transfusionnel
L'objectif ici, c'est 7 grammes, 7 à 8 grammes d'hémoglobine. C'est l'objectif de la transfusion. سبب ذاك نخرصوا notre malade كانوا عنده ديتار c'est-à-dire il est cardiopathe. L'objectif يتغير به اللي يعود 10 grammes par décilitre. Son objectif transfusionnel يتغير. Mais il en a plus. Et le myocarde il est fragilisé donc il en a plus. On a besoin de plus de sang. Là, il a son objectif transfusionnel à 10. Ou l'objectif pour celui qui n'est pas cardiaque, c'est 7 à 8 grammes par décilitre. Voilà, c'est très facile. La mise en condition, le sang à l'intérieur, donc il peut le faire facilement, il n'y a pas de souci. À l'intérieur pour la mise en condition d'un malade qui a une hémorragie digestive. Ok. Et la communication, bien sûr, avec les hôpitaux de Nouakchott pour savoir les unités endoscopiques qui sont fonctionnelles. C'est obligatoire. À l'époque, والله à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Alhamdulillah. Donc voilà. Si vous avez des questions, sinon là il نختموا. S'il vous plaît. رجع عبد الله يا ولد عابد مهم يتدخل. عبد الله يا ولد عابد قول له يتدخل. اوكي با بروبليم. عبد الله والله يا غمز عليه يقول له يتدخل. والله ما في مشكله. Moi le radiologue interventionnel il a fait des tips, il a fait de radioembolisation certainement. تفضل دكتور عابد. أعطيته l'autorisation يتكلم. دكتور عابد vous êtes là؟ هون؟ oui سامعيني؟ السلام عليكم. سامعك والله سامعك تفضلوا مرحبا. شحالكم عليكم السلام. بخير دكتور عمار merci beaucoup. انت بس كونفينمون هضرك والله منين؟ non je suis à Paris actuellement. Vous êtes confiné, c'est sombre un peu là. Enfin ah c'est bon voilà. Ah, vous me voyez, ok, ben super. C'est bien, ok. Merci beaucoup, ça c'est une très belle présentation, c'est un sujet très très important. Déjà j'ai une question et une participation. La question c'est quelle est la place de l'angioscanner dans le bilan initial d'une hémorragie digestive autre que l'hypertension portale, d'étiologie autre que l'hypertension portale. Et la deuxième, plutôt la contribution, c'est la place de la radiologie interventionnelle l'hémorragie digestive. Évidemment, des catégories liées à l'embolisation, l'artérioembolisation ou la prise en charge de l'hypertension portale. L'artérioembolisation, elle a une place capitale vers l'hémorragie digestive, surtout les ulcères ou les hémorragies digestives qui sont liées à des hémorroïdes, par exemple, un saignement lié à des hémorroïdes. L'embolisation a une place capitale. Ça permet d'arrêter les saignements assez rapidement. Et puis, évidemment, je n'ai pas suivi le début de la présentation. Selon ma petite expérience, la conduite à tenir est la suivante. C'est un malade qui vient instable hémodynamiquement. Il est pris en charge par l'anesthésie-réanimation. Il est stabilisé. On fait un bilan radiologique initial pour localiser les saignements. Après, l'endoscopiste intervient pour essayer d'arrêter par voie endoscopique les saignements. Et s'il n'y arrive pas ou si le malade est en état très grave, dans ce cas-là, on peut aller directement, si on localise le saignement, pour l'emboliser. L'autre versant, c'est la prise en charge de l'hypertension portale, c'est-à-dire mettre en urgence un TIPS, ce qui permet de lever l'hypertension et également d'emboliser les varices par voie portale. C'est-à-dire on va passer à travers les TIPS, à travers la veine cave inférieure, on met évidemment une prothèse qui s'appelle le Viator, et on rentre pour emboliser quelques varices par de la glu, donc par l'histoacryl, voilà, la glu.
Bon, par hypertension portale, la place initiale, c'est surtout la place de l'endoscopie. Donc, بالنسبة للموريتان, bon, le plateau technique actuel, ça ne permet pas peut-être de développer, voilà, de développer un peu la radiologie interventionnelle pour les hémorragies digestives par artérioembolisation. Je pense à la place de la radiologie déjà diagnostique n'est pas bien exploitée. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, docteur Amar? Qu'est-ce que tu en penses de la place de la radiologie et la place de l'angioscanner dans le bilan initial d'une hémorragie digestive, quelle que soit l'étiologie? Voilà. Oui, merci, دكتور عابد. merci Abdallah. تفضلوا دكتور Merci Abdallah. Merci Abdallah pour ta contribution et tes questions, c'est très intéressant. On aimerait bien que vous... c'est bien d'être là aujourd'hui pour apporter votre expérience surtout. La place de l'angioscanner à Deten, ici à Nouakchott, on a rarement recours à l'angioscanner pour diagnostiquer l'origine d'une hémorragie digestive. Généralement, c'est le dévolé, soit une hémorragie digestive par hypertension portale, c'est presque évident si on fait l'endoscopie, et soit pour une hémorragie, 20% des cas, on a le diagnostic. L'artériographie et l'angioscanner, c'est utilisé quand on n'a pas de diagnostic et le malade continue à saigner. Dans ces cas, on va voir, dans ces cas, malheureusement, il n'y a pas de suite parce qu'on n'a pas de radiologie interventionnelle ici qui peut aller directement si l'artère est embolisée et arrêter les saignements. Et ici, généralement, on a recours tout simplement et facilement et bêtement, je dirais, à la chirurgie qui est délabrante et voilà. Mais il n'y a que ça qui est disponible. Pour les tips, bien sûr, tu sais très bien qu'on n'a pas encore de plateau technique adéquat pour l'interventionnel. Donc, les tips, c'est un rêve pour nous. C'est vrai que même en France, il est utilisé chez des malades bien sélectionnés, déjà suivis en hépatologie, en stade avancé de leur cirrhose ou en attente de transplantation. Mais maintenant, avec les variations, le progrès avec les variations des marqueurs des fibroses, on a tendance à sélectionner les patients qui vont bénéficier des tips précoces, c'est-à-dire les early tips. Les early tips. Maintenant, c'est bien utilisé dans les données. Tout à fait. Tout à fait. Sinon, en Nouakchott, on a rarement recours à l'angio pour le diagnostic, mais on a recours à l'angio pour le thérapeutique. Merci. Ouais. En fait, moi, ce qui m'a un peu, ce qui m'a un peu attiré l'attention, c'est ça justement. En fait, en France, ici, ils ont tendance à faire beaucoup d'angioscanners pour les hémorragies digestives, même avant que le gastro-entérologue arrive, avant que l'endoscopiste fasse l'endoscopie, un malade qui extériorise le sang, ils ont tendance, un réflexe, de faire un angioscanner systématique. Et ça permet, parce qu'en fait, entre l'artérioembolisation, entre l'artériographie, l'angiographie et l'angioscanner, on sait qu'actuellement que l'angioscanner est beaucoup plus performant que l'artériographie à la recherche d'une étiologie des saignements. Ça permet d'aller vite après pour la prise en charge. Si on sait que le malade saigne au niveau diagonal ou si on sait qu'il saigne au niveau colique, directement l'endoscopiste va aller directement au site et mettre ses clips, et si ça ne marche pas, on peut après venir essayer de faire une artérioembolisation. Et donc, j'ai remarqué un peu ce contraste. En Mauritanie, on n'a pas peut-être pas bien ce réflexe, et ici, ils ont ce réflexe. Après, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas, on sait que l'angioscanner a une très bonne sensibilité. Ça dépend des centres de recrutement aussi. Bonne spécificité. Hein? Ouais. Ça dépend aussi des centres de recrutement surtout. Ça dépend des recrutements et des plateaux techniques disponibles dans chaque centre. Tout à fait. En tout cas, chez nous, même les angiohépatiques qu'on demande dans la pratique courante, pour les angiohépatiques qu'on demande pour diagnostiquer des nodules de CHC, des petits nodules de CHC, on a du mal à les faire correctement parce que
L'éjecteur automatique est souvent en panne, le technicien est souvent paresseux, donc il ne fait pas les 4 temps en même temps. Tout à fait, tout à fait. Oui, il y a la réalité du terrain. Ok, je vous remercie. Merci, docteur Abed. الوقت هو دكتور أحمد الأعمر الوقت هو s'il vous plaît une conclusion عدلنا تلخيص لو سمحت نختار طبعا ما ننسى قضية نعدلها لك بالحسانية، أنا اختار نعدلها بالحسانية وهي المقاطعة النصارى المرضى اللي عندهم الكبد الفيروسي طبعا موجهين رسالة لروسنا ولجميع الزملاء انهم متابعتهم يلا تخرج بشكل دقيق، وهل بنك الدم مولي يلا يطرحوا بالهم للناس اللي عندها هاولي زيباتيت يتم وجهها بسرعه شور الطبيب. تفضلوا ندوروا ملخص دان 3 مينيت ان 3 مينيت ندوروا ملخص. مرحبا. والله شوف لي مرض ديجستيف لي بليز موين فريكونت في الداخل يوصف الداخل يوصف نواكشوط، واللي يطرح مشكله لا تكفل بها في الداخل. يعني الداخل عندهم الجيلو بلاسما، وعندهم الرينجير، وعندهم السالي، وعندهم لي زي بي بي انجكتابل، ويمشي عنده سرنجه الكتريك. هذا حد عنده يقد يلحق، يقد يحاول انه يلحق مريضه لسانتر دن واكشوط. اوكي سي بون دكتور احمد. بولي دياغنوستيك وما يعني يلسير يلا كانوا يلسير ها. قلت لك في اللحظات الاولى ما مهم كانوا هيبرتنسيون بورتال والله يلسير ديودينال والله غاستريك، مهم لا تكفل به بار لي ميزير جينيرال اللي هما لا ترانسفيزيون ولا رامبليساج. هذا مولاه يقول لي نتفقرش مع الصومالات يقدر يلحقوا لنواكشوط ويداوى ما عنده مشكله. بيان سير il faut toujours collaborer avec les autres collègues. اوكي شكرا دكتور احمد العمر، شكرا للمتدخلين كاملين. هذا الفيديو اللي يعود ديسپونيبل على جروب ستاف ميدسان موريتانيا ان شاء الله في 24 ساعه الجايه. لي فوكو سون ديجا ديسپونيبل سي لو جروب ستاف ميدسان موريتانيا. جزاكم الله خيرا، نتقابلوا منكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.